Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 38e épisode de Puits. Nous accueillons donc aujourd'hui Jean-Paul Géin pour le troisième volet du cycle Travail. Jean-Paul Géin, sociologue, qui s'intéresse au travail et à sa représentation en images fixes ou animées, vidéo ou photographie, qui est à l'initiative du festival Filmer le Travail à Poitiers, qui a notamment publié en co-direction avec Hélène Stevens les actes d'un colloque intitulé Images du travail, travail des images, donc un colloque en 2009, et donc qui a lancé la revue éponyme Images du travail, travail des images, qui est une revue en ligne depuis 2015. Donc, la première question qu'on peut se poser quand on se pose cette question donc, de l'usage des photographies du travail, des images du travail, c'est pourquoi ? Pourquoi s'intéresser aux images du travail ? Alors, on a sans doute plusieurs raisons de le dire, de le faire très rapidement. On peut dire quand même qu'on est dans un contexte historique de transformation en profondeur du travail, d'un côté, et de l'autre, de prolifération des images. Cet ensemble nous met une situation nouvelle, et c'est sans doute un moment important pour que les sciences sociales s'intéressent aux images. Ces images, elles orientent profondément nos points de vue, nos conceptions, nos représentations. Et notamment, les images du travail donc, orientent nos visions du travail. Je donne toujours l'exemple de Charlot, des temps modernes, qui oriente encore aujourd'hui très fortement notre vision du travail, un travail mécanique, un travail sous contrainte physique, et un travail est pris dans les rouages de la machine. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que d'un côté, on peut dire quand même que très globalement, cette image-là du travail, elle est derrière nous. Elle n'a d'ailleurs jamais été vraiment majoritaire. Mais en plus, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la fois une représentation savante et une représentation populaire. C'est-à-dire, vous parlez du travail, tout de suite, on a Charles Chaplin et les temps modernes, mais dans la littérature, là, c'est le que c'est sur le travail, vous avez cette même image. Donc c'est vraiment une image dominante et transversale. On peut passer. Alors, ces images, elles sont produites. Elles sont produites d'abord par des entreprises. Les images du travail sont d'abord produites par les entreprises. Et on peut dire quand même que c'est assez largement des images de la société de consommation, des images du capital. Mais il y a aussi des images critiques. Et peut-être la nouveauté, encore c'est pas vraiment une nouveauté, on en parlera, c'est qu'elles sont aussi produites par tout le monde, tout un chacun, et donc on a une production d'images du travail qui est de plus en plus, alors du travail, bon, là c'est de l'âge de leur travail, mais qui sont des images que moi je qualifie d'images sauvages, et dans la mesure où elles sont produites à travers toute une série d'outils numériques qui en font des images très normées, en fait. On reparlera, oui, mais je peux... Ouais, je me permets. Oui. Est-ce que pour vous, elle relève aussi du capital ou... Non, mais là, je disais, bon, il y a des images du capital, il y a des images critiques, on en parlera aussi. Et puis, il y a cette profusion d'images qu'on connaît tous. Moi, ce qui me frappe dans cette profusion d'images, c'est qu'elles sont extrêmement liées à une technologie donnée, à des technologies données, hein, on connaît ces technologies, et qu'elles sont en fait extrêmement normées, qu'on va elles vont se reproduire à l'infini, hein, à travers ces techniques de fisheye, des techniques de caméra embarquée, etc., etc. Il me semble que
là, c'est assez intéressant de le noter. Et je parlerai tout à l'heure des images produites, les images populaires, ce que Bourdieu appelait l'art moyen, photographie comme art moyen, qui sont aussi des photographies extrêmement normées, mais celles-là sont tout aussi normées. C'est ça qui me semble frappant et à rappeler. Autre élément qu'il faut mettre en perspective, c'est dans les années 80, la naissance des Visual Studies. Visual Studies qui vont vraiment là. Oui, non, ça va illustrer ça, il n'y a pas de. Les Visual Studies, donc, qui vont essayer d'avoir un regard critique sur les images. Sur les images considérées comme des produits sociaux. Voilà. Et donc, toute image est considérée comme un produit social, et donc il est important d'analyser ces dimensions sociales de ces images. Voilà, et notamment en repérant les logiques de domination qui sont contenues dans les messages visuels. Les Visual Studies, en tout cas par rapport aux sciences sociales, c'est cette volonté d'apprendre à décrypter le langage spécifique des images. Ce que les images ont à dire en propre, sans que le sens soit préempté par l'écrit. Et ça, c'est important, parce que il y a toute une tradition en sciences sociales d'utiliser l'image pour illustrer, ou d'un côté pour illustrer un propos écrit, ou de l'autre côté pour de mobiliser l'écrit pour expliquer l'image. La légende, le texte qui explique l'image. On utilise souvent le texte en sciences sociales par rapport à l'image comme une sorte de voix off. On explique ce que l'image doit dire. La photographie, c'est d'abord une pratique banale. C'est d'abord une pratique banale, et c'est ce que Bourdieu, Boltanski et Chamboredon qualifiaient d'un art moyen. Un art moyen, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire en fait que la pratique photographique était relativement conventionnelle, qu'il s'agissait en fait de produire, oui, effectivement, il fallait produire un certain nombre de photographies de tout un chacun, qui vise en fait à rendre solennel, à rendre éternel un certain nombre de moments inscrits dans la vie. Hein, on voit les vacances, le mariage, ce sont des photos. Et donc, moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la deuxième photo qu'on a vue, hein, la photo du skater, eh ben, on a là, à mon avis, une grande continuité. Au-delà des techniques bien différentes, on a une grande continuité de cette pratique de la photographie comme art moyen, comme art pour tout le monde, qui est en fait très stéréotypé. Alors, un autre point qui est important d'un point de vue méthodologique, c'est la question du statut de l'observateur. Je vais passer à la suivante. Alors, les sciences, c'est les sciences sociales depuis maintenant longtemps, et notamment à travers l'anthropologie, c'est interroger sur l'observateur. Qu'est-ce que l'observateur, le sociologue, l'anthropologue, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il modifie lorsqu'il observe? Alors, on peut en parler pendant des heures, il y a toute une épistémologie autour de cette question-là. Ce qu'on peut dire, c'est que, grosso modo, c'est que, oui, l'observateur modifie. Il n'y a pas d'observation neutre. Ça n'existe pas. L'observateur modifie ce qu'il observe, et que le plus intéressant, c'est
de lui donner un rôle. Il faut que l'observateur se donne un rôle. C'est ce qu'on appelle l'observation participante. Alors là, vous avez un peu un contre-exemple de l'observation participante. C'est les premières observations, c'est la première fois au début du XXe siècle que les anthropologues, que les ethnologues s'installaient sur le terrain. C'est Branislav Milewski qui s'installe sur le terrain dans les îles Trobriand. Alors, cette photo est un peu terrible parce que c'est une photo où on voit assez bien quand même la domination qui existe entre l'ethnologue colonial et les sauvages, des îles Trobriand. Voilà, donc, alors, cette question-là, la question de l'observation ne se posait pas à ce moment-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que voilà, quelqu'un reste pendant 3 mois, 4 mois dans son terrain d'observation. Voilà, donc, et puis, dernière préoccupation méthodologique, c'est tout de passer à la photo suivante, c'est la question de la réflexivité et de la transparence. Aujourd'hui, les sciences sociales, notamment la sociologie, se posent beaucoup la question de la fabrication. Comment sont fabriqués les savoirs, mais aussi comment sont fabriquées les images. Et là, on a un bel exemple. C'est la télévision scolaire, c'est une archive de Canopé. Et on a là donc un débat entre philosophes qui est filmé et où on voit effectivement comment est fabriquée l'image et fabriquer cette image animée. Je voudrais que tu reviennes sur l'image d'avant, parce que l'image d'avant c'était le statut de l'observateur. Et donc là, bon, là on n'a pas il y a un appareil photo, mais la question qui se pose souvent lorsque on mobilise l'image, la caméra ou l'appareil photo dans l'observation, sur le terrain, c'est est-ce que ça ne va pas transformer encore plus ce que les gens, le comportement des acteurs. Hein, est-ce que... Alors il y a tout un débat et il y a une analyse, là que je reprends donc de McDougall. C'est Lucy McDougall est un anthropologue qu'il écrit en 1979, et en fait où il dit, mais grosso modo, c'est plutôt mieux d'être là pour filmer, pour photographier, parce qu'au moins les acteurs de terrain, ben, ils savent ce qu'on fait, ils nous identifient, on est là pour photographier, on est là pour filmer, et donc on va vraisemblablement, et on est dans une activité, comme eux sont dans des activités aussi, on est dans une profession, et c'est vraisemblablement, ils vont être moins gênés par notre observation, parce qu'on a cette position. Alors c'est une position, hein, on peut dire le contraire, on peut dire qu'ils ont peur de la caméra, ou qu'ils vont se recoiffer, mais je trouve que c'est assez intéressant comme idée aussi. Cette idée en fait que, ben voilà, tout compte fait, on a une place. On a une place dans le terrain, puisqu'on fait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas cette filmé. Les 2 derniers aspects que je voulais traiter sont les aspects plus de contenu. Hein, bon, à quoi ça sert en fait d'analyser les images, en quelque sorte, les images du travail. Alors, le premier point est sur le contrôle des images professionnelles. Les groupes professionnels ont souhaitent de longue date contrôler leur image. J'ai là 2 images, on peut passer la 5 à la 5, voilà. 2 images de la même profession. À peu près, bon, l'autre est plus récente, mais elle aurait pu être plus ancienne. Ce qui est intéressant, ça ce sont les bouchers, parce qu'en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de différence d'activité. Le boucher tue, le boucher est tueur, et ensuite commerçant. Et donc, l'enjeu pour
les bouchers commerçants, surtout enrichis, notamment les bouchers parisiens à partir de la fin du XIXe siècle, enrichis, c'est de recueillir une certaine respectabilité. Alors, il faut savoir que ces métiers de boucher étaient historiquement des métiers impurs, traités comme tels, puisqu'ils touchaient au sang, ils touchaient à la violence, etc. Ils étaient traités comme tels par la religion et par la société. Et donc, on a là, entre la 5.1 et la 5.2, entre ces deux images-là, une prise de contrôle par la profession de son image. Là, bon, ils se mettent en scène, mais ils sont dans le sang, ils ont des instruments de la tuerie, ils sont des tueurs. Et progressivement, le tablier va devenir blanc, impeccable, on va faire des grandes messes annuelles, des bouchers parisiens à la Madeleine, et voilà. Et du coup, on a une respectabilité, et on voit tout l'enjeu du contrôle des images. Alors, ce contrôle des images, c'est quelque chose qui est très courant dans l'histoire. Cette idée que les professions, les groupes professionnels cherchent à contrôler leur image et à se mettre en scène, c'est quelque chose qu'on retrouve de longue date. On a dans des grottes de l'art magdalénien, donc 8 ou 10 000 ans avant aujourd'hui, on a des images d'un chaman qui danse. Déjà, cette image est déjà contrôlée sans doute par le chaman. On a les vitraux des cathédrales, où sont représentés tous les artisans et tous les artistes. D'ailleurs, artisans et artistes, à cette époque-là, c'est à peu près la même chose. On a les scribes en Haute-Égypte. Voilà, tout ça. Alors, je donne ces trois exemples-là, ils sont intéressants parce que ce sont sans doute des professions qui ont les premiers pu contrôler leur image. Et pourquoi elles pouvaient contrôler leur image? Parce qu'elles avaient les outils pour contrôler leurs images. Elles avaient les outils d'écriture, les scribes, de pouvoir, les chamans, des artistes et des artisans, de créer des images, des vitraux, etc. Voilà, et donc, ces premières professions ont été les premières donc, à créer donc, leur propre image, à contrôler leur propre image. C'est notamment des artistes qui vont contrôler assez facilement leur image. Là, l'image suivante, voilà, c'est l'image d'Eisenstein, qui lui aussi contrôle bien son image de cinéaste. Voilà. Alors, cet ensemble-là de contrôle des images, elle s'inscrit dans une fonction importante des professions, des métiers, qu'on appelle que les sociologues appellent la rhétorique professionnelle. En fait, il y a tout un discours qui est inventé par la profession qui essaye d'expliquer pourquoi cette profession est essentielle, pourquoi elle doit être très valorisée, pourquoi elle détient, parce qu'elle a une grosse expertise, elle a une expertise très importante, parce qu'elle est essentielle pour la vie de la société, et donc, grâce à ça, cette rhétorique professionnelle va progressivement contrôler la profession, contrôler le fonctionnement de la profession, contrôler les entrées dans la profession, contrôler la formation dans la profession, etc. etc. Voilà. Et donc, la rhétorique professionnelle est un élément tout à fait déterminant. Et la plupart des professions dans un pays comme la France ont développé une rhétorique professionnelle qui permet de contrôler peu ou prou leur profession. Alors, il y a des professions moins armées, les sociologues par exemple, eux ne savent pas contrôler leur profession. Par contre, les psychologues, qui sont assez proches, elles contrôlent la profession, parce qu'on ne peut être psychologue que si on a tel et tel diplôme, tel et tel cursus, etc. C'est le contrôle professionnel. Je ne sais pas si les photographes sont très armés pour contrôler la profession. Voilà, donc, alors,
cette réflexion-là, cette rhétorique professionnelle, elle passe aussi par les images. Elle passe aussi par les images, et dans le numéro 1 de l'image travail des images, Charles Gadéa, qui est un sociologue, propose donc l'idée de production de l'idiome figuratif de la profession. Alors voilà, donc on va avoir. Donc, c'est quoi? C'est donc la mise en scène de ces idiomes figuratifs qui font que les professions, les idiomes figuratifs de la profession sont connus et reconnus. Et là, tout le monde sait de quoi on parle. Il n'y a pas besoin de l'écrire en bas, on l'a même pas écrit en bas. Voilà, ce sont les avocats. Ils ont produit un idiome figuratif des professions. Alors, cet idiome figuratif, il peut aller encore plus loin, il peut être symbolique, il peut juste faire une forme de symbole. Bon, si vous voyez une faucille et un marteau, vous avez là le symbole du communisme, et donc de l'alliance, tout le monde le sait, paysans ouvriers. Et bien, si vous voyez une croix verte, c'est la suivante, vous savez qu'on a affaire à des pharmaciens. On a un joli idiome figuratif de la profession pharmacien. Alors, c'est vrai qu'il faut que ces professions aient du pouvoir pour pouvoir arriver à s'affirmer aussi fort dans leur rhétorique professionnelle et dans leur idiome figuratif. Qu'est-ce qui donne du pouvoir? Alors la force du symbole ou la force de la rhétorique? Moi, je crois que, en sociologue, j'ai un peu envie quand même de raisonner en termes de domination. Ils ont les moyens. Les chamans, si c'est la première représentation d'une profession, c'est pas un hasard. C'est d'abord une des premières professions, et puis c'est une profession qui a du pouvoir. Les sociologues des professions disent que c'est la première profession, le chaman. C'est la première fois que la division sociale du travail fait se dégager une activité qui est une activité pas commune, pas aller chercher à manger et se restaurer et se chauffer, mais une activité spécifique qui est une activité à la fois de mystique, mais aussi de contrôle. C'est à la fois une sorte de prêtre, un chaman, c'est aussi quelqu'un qui guérit, et c'est aussi quelqu'un qui a le pouvoir. Il a le pouvoir sur le corps et les esprits. Voilà. Et donc, c'est sans doute pas un hasard si c'est la première profession, une des premières professions représentées, dont on a gardé les présentations. Les scribes, c'est pareil. Alors, ils ont peut-être moins de pouvoir, mais eux, ils contrôlent les instruments de présentation. Voilà. Donc c'est plutôt pour répondre comme ça. Voilà. Alors, on va terminer cette intervention sur un autre aspect qui a été pas mal traité, je peux passer le suivant, qui a été pas mal traité dans la revue, c'est les photographies ouvrières. Alors, je ne dis pas la photographie ouvrière, mais je dis les photographies ouvrières. Alors, cette idée, en fait, qu'il y a une grande diversité des points de vue sur le travail ouvrier et il y a une pluralité des objectifs poursuivis lorsqu'on filme, lorsqu'on photographie des ouvriers. Alors, premier élément, c'est ce que j'appelle, je suis pas désolé, la photographie industrielle. C'est un genre très important. Historiquement, c'est dans les images de travail, il suffit pour s'en convaincre de rappeler que le premier film existant, c'est la sortie des usines Lumière. Et c'est intéressant de voir donc c'est le premier film. Alors, c'est pas un film sur le travail. C'est pas non plus un film dans l'atelier. C'est en fait un film patronal. C'est un film industriel, c'est un film patronal. Et donc, là, un des éléments forts de la photographie, ça va être de mettre en valeur l'industrie se développant, l'industrie nationale, la technologie, l'espace, et l'ouvrier est là pour figurer, il donne l'échelle,
et il met en valeur les choix technologiques, industriels. Je crois que là, on a typiquement. Donc ça, c'est une des premières, d'ailleurs, c'est une photo du CHT. Et on va terminer par des photos de groupe. 2 photos de Guy Hersant. Une de ses premières, je ne sais pas si c'est Guy Hersant, qui s'est spécialisé, c'est tout, qui s'est spécialisé dans les photos de groupe en Afrique et en France. Donc celle-là, c'est une de ses premières photos. Et puis, on quitte les ouvriers pour terminer. J'ai pas pu résister à vous présenter cette image-là, parce que moi, elle me semble être... Elle montre la puissance, en fait, des images et des photographies pour rendre compte des situations de domination, de soumission. Comment la photographie peut être relativement transparente dans ce qu'elle montre dans les relations sociales. Alors, la photographie, il y a une légende. Je vais vous lire la légende de la photographie. La légende, c'est château de Vaux-le-Vicomte, équipe de responsables. Responsable de la boutique, responsable d'entretien, responsable de la comptabilité, chef jardinier, Jean-Charles de Vauguet et Alexandre de Vauguet, propriétaire, le Canest, chef cuisinier, chef maître d'hôtel, responsable événementiel. Alors, l'ensemble, grand salon, printemps 2012. Voilà, et donc on a cette photo. Et elle est diffusée dans par quel biais, en fait, cette photographie? Elle est... Au fur et à mesure là, que vous avez présenté différentes images, la source, ou la manière dont ça a été diffusé, ou ça a été... comment elle a été... Ah oui, alors c'est bon, donc Guy Hersant fait énormément de photos de groupe, c'est sa spécialité. Oui. Et donc là, c'est une série de photos de groupe qu'il a fait, qui sont dans un bouquin. Voilà. Il y a un bouquin illustré d'images avec des textes. C'est une artiste, c'était pas une vue commerciale. C'est pas une vue commerciale, c'est pas une vue commerciale, non. C'est pas une commande du château. C'est pas une commande du château. Mais je trouve que c'est même plus intéressant. Moi j'aime beaucoup cette image. D'abord parce qu'elle est très resserrée, très cadrée. Hein, on n'a que ces personnages-là, ils sont là, très mis en valeur. Et la légende ne donne pas l'ordre des personnages. Mais on est dans une image épinale, vous savez, où trouver le chef d'un jardinier, où se cache le propriétaire, les propriétaires, etc. Je pense qu'on peut à peu près trouver tous les personnages. Bon, les propriétaires, ils sont formidablement mis en avant. C'est les seuls d'ailleurs qui ont un nom. Et ils n'ont pas de cravate, on les repère très bien. Une mise en avant. Ils ont un nom parce qu'ils n'ont pas de métier. Propriétaire. Oui. Non, je ne pense pas qu'ils ont un nom parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils ont un nom, ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'avoir de métier. Les autres ont un métier. Alors, il y a déjà d'ailleurs un formidable hors-champ, parce que ce sont que les chefs là. Donc, tous les autres travailleurs, ils sont hors-champ. Et puis ensuite, alors, il y en a qu'on repère assez bien par leur idiome figuratif, pour ceux qui ont retenu. Voilà, et puis d'autres qu'on déduit assez clairement. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai une hésitation entre les deux de gauche, et encore je suis une impression d'hésiter. Voilà, donc là moi je trouve que il y a vraiment là cette capacité des images à rendre compte des situations relationnelles au travail, des positions de domination, de domination, de soumission. Voilà, moi je crois que là, il y a une formidable puissance de l'image qui
qui n'a pas besoin de texte, quasiment, pour rendre compte de ces situations relationnelles. Voilà. Avant de travailler sur les images, et donc antérieurement aux images, une définition de travail, que j'ai d'ailleurs oublié de vous donner. Cette définition du travail, elle est de dire que le travail, ce n'est pas qu'une simple gestuelle. Ce n'est pas qu'une simple gestuelle. Alors, il y a une gestuelle, on travaille bien. Et derrière la gestuelle, d'ailleurs, il y a des savoirs, il y a des compétences et des expertises. Et tout ça, voilà, c'est le premier aspect du travail. Mais le travail, c'est pas que ça. C'est pas que cet ensemble donc, des expertises, de gestes qui font le travail. C'est aussi des relations sociales. Et pour moi, c'est même l'essentiel. Le travail, c'est d'abord des rapports sociaux de travail, des relations de domination, de soumission, de coopération. Donc c'est du relationnel. C'est peut-être au cœur du travail. Et puis, il y a un troisième aspect qui est moins souvent mentionné, et qui est, à mon avis, très important, c'est notre propre vision du travail, et notamment du travail qu'on exerce. Le travail, c'est aussi ce que je conçois, moi, travailleur, comme étant du travail. Et donc, ce sont les représentations que j'ai du travail, de ce que c'est qu'un travail bien fait ou mal fait, de ce que c'est que la satisfaction au travail, de ce que doit rapporter le travail, etc., etc. Voilà. Et pour moi, le travail, c'est cet ensemble-là, indissociable. Je réponds à la question ? Donc la définition du travail, elle est avant le travail sur les images. Alors, ce que je vous ai répondu tout à l'heure, je peux le répondre de nouveau, c'est dire que mobiliser des images, pour moi, pour analyser, dans le cadre de la sociologie du travail, ça correspond à deux éléments. Un premier élément qui est, avec ce corpus d'images, c'est des images, je vais les sélectionner, je vais en faire un corpus et je vais pouvoir analyser avec une grille d'analyse ces images. Hein, tout à l'heure, l'exemple des billets était intéressant. Voilà, j'ai des billets, là c'est un corpus fermé et j'essaye de voir comment est représenté le travail féminin dans ce corpus. Ça c'est le premier aspect, donc une analyse des images. Et puis le deuxième aspect, c'est l'image comme outil de recherche. Donc comme outil d'investigation, comme outil de travail sur le terrain, le travail du chercheur sur le terrain. Et donc là, c'est le chercheur qui vient avec un appareil photo, avec une caméra, et qui va mobiliser donc l'image et puis sous-animer tout au long du processus de recherche. Y compris d'ailleurs dans le processus de, j'aime pas dire vulgarisation, j'aime mieux dire de médiation scientifique, qui conduit à ce que les travaux de recherche soient diffusés un peu plus large. Charlie Chaplin, non, pas celle-là. Non. Charlie Chaplin, dans les temps modernes, il continue à être l'image dominante que nous avons les uns et les autres de la représentation du travail. C'est-à-dire, c'est une vision quand même, encore aujourd'hui, d'un travail manuel, d'un travail mécanique, répétitif, et surtout d'un travail physique, avec une contrainte physique, le rouage qui enferme le travail. Alors, cette vision-là du travail, aujourd'hui, ce travail-là, il est minoritaire. Alors, 2/3 du travail, c'est le travail tertiaire. Alors bon, après, on peut toujours dire que le travail tertiaire peut être aussi très long. Mais elle est quand même, globalement, il y a quand même pas mal de travail intellectuel. Bon, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est majoritaire. Il reste dominant. Alors, pourquoi il est dominant? Il y a peut-être des bonnes raisons. Peut-être que l'ubérisation, ça ressemble bien à ça aussi. Quand on voit les gamins sur leur vélo en train de Uber Eats, on
on se dit que, effectivement, ça ressemble pas mal à Charlie Chaplin. Voilà, donc il y a peut-être des raisons, mais en même temps, on n'a pas aujourd'hui de nouvelles figures du travail. Comme on a eu cette figure du travail de l'ouvrier spécialisé. Est-ce que, parce que là, c'est la fiction et les artistes qui s'emparent de cette figure-là, oui. Et que aujourd'hui, l'image qu'on a du travail, c'est plutôt l'image qui est commerciale, ou en tout cas de communication par les entreprises, et que la fiction s'en empare moins, ou d'une autre manière? Moi, je pense que la fiction s'empare formidablement de la question du travail. Là, vous allez me faire, c'est celui que je connais mieux. Mais sur le cinéma de fiction, on a depuis les années 2000 une montée de la fiction s'est emparée du travail. Alors elle s'est emparée du travail pour parler spécifiquement du travail, mais aussi pour resituer les actions dans le champ du travail. C'est quelque chose qui... Et c'est d'ailleurs très significatif, on a un peu trois périodes. On a, depuis la naissance du cinéma et du travail, bon, un peu avant le travail industriel, mais bon, voilà, un peu similaire au travail industriel, on a une place importante du travail dans le cinéma, et puis on a une espèce de disparition du travail. C'est après 68, c'est dans les années 70, 75, disparition du travail. Le travail, c'est un peu le moment où on dit, bah, ça y est, le travail, c'est fini. C'est le temps libre, etc. Et puis un retour absolument massif du travail dans les années 2000. Voilà,